Et bonjour, je suis David Démétrius, commissaire d'exposition et critique d'art guadeloupéen. Euh, L'art est un élément qui a toujours été présent en fait dans ma vie. Euh, Quand on entend mon nom de famille en Guadeloupe, on m'affilie souvent tout de suite à la musique et donc au carnaval, chose qui m'a souvent porté, etc. Mais on a aussi des danseurs, ce qui est aussi mon parcours entre la danse et la musique. Et puis maman qui travaille dans la mode, papa qui lui est aussi batteur, etc. Ce qui fait que voilà, mon premier rapport à l'art, c'est un contexte familial. Et puis, est-ce que pour autant j'en avais un intérêt? Non, parce que c'était juste une continuité de ma personnalité. Donc pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal que je sais pas faire du foot ou ce genre de choses. Mais voilà, j'ai été très rapidement baigné dans la danse et dans la musique. Donc le rapport au corps, le corps qui musique et le corps qui performe. Alors l'art est arrivé, en tout cas le commissariat, la critique d'art, donc l'écriture, la théorie, disons en art, est arrivé assez tardivement et c'est plutôt quelque chose qui m'est venu à moi. Mais disons que de base, j'étais voué soit à faire une carrière en danse, soit à faire une carrière scientifique. Donc je viens quand même d'un bac qui a complètement rien à voir avec l'art, qui était un bac scientifique. Et donc voilà, j'avais deux opportunités, soit continuer la danse et donc avoir une carrière professionnelle en danse, et ce qui m'a emmené jusqu'aux États-Unis, donc à New York, à la Juilliard. Et puis à côté, j'avais toujours cet intérêt pour la biologie, pour voilà l'approche un peu plus non pas corporelle, mais biologique du corps. Donc il y a toujours le corps qui était présent, c'était soit le corps qui performe, soit le corps qui est abordé d'un point de vue un peu plus scientifique et biochimique, on va dire. Et puis c'est au fil de difficultés, de blessures, en gros, de difficultés de la vie, qui a fait que la carrière, en tout cas en danse, s'est arrêtée. Et j'ai dû comme ça rebondir sur autre chose. Et comme me disait toujours ma mère, de ne pas rentrer dans une sorte de dépression, etc. Comment est-ce que je peux retrouver des sensations chorégraphiques, danser, etc. Et donc c'est là où j'ai commencé à écrire sur mes camarades, à écrire vraiment des choses un peu lambda, à les aider sur l'écriture chorégraphique, à les aider sur des replacements de corps, etc., d'espace. Et donc à partir de là, on m'a dit mais c'est plutôt pas mal, tu devrais, je sais pas, te lancer là-dedans. Donc je savais pas trop comment est-ce qu'on commençait là-dedans, donc j'ai commencé à écrire un peu de façon tout seul dans mon coin et à proposer par-ci par-là des textes. Et c'est comme ça, du fil en aiguille, où on m'a plutôt repéré à ce niveau-là. Et puis on me dit mais pourquoi est-ce que tu pourrais pas affilier ça à plutôt de la théorisation pure, donc du commissariat? Et c'est là où je me suis intéressé plutôt à ce que c'est que curateur ou commissaire d'exposition. Les deux se disent. Et j'en suis arrivé à là où la danse est toujours présente, le corps est toujours présent, et puis la biologie, en tout cas la science est toujours présente, parce que actuellement je travaille sur un projet où je questionne l'épigénétique. L'épigénétique étant un concept qui vient plutôt du monde de la science, quoi. Donc voilà. Donc en fait toute cette aventure de commissariat, de critique, elle a commencé, je sais plus exactement quelle année, je crois que c'était entre 2020 et 2022, quelque chose comme ça. Et c'est les années où j'étais en master. Et donc j'ai eu en gros un peu cette chance, on va dire, de pouvoir travailler dès le M1. Donc au cours de l'écriture de mon mémoire de master 1, qui portait sur les tropes ou les afrotropes, en gros ces motifs qui se répètent en fait dans l'art et qui au début sont considérés comme délétères pour la communauté noire, et qui en deviennent une force. Un exemple, dans mon mémoire, j'utilisais la figure de la banane, qui a toujours été souvent un trope qui animalisait, exotisait les corps noirs, les corps caribéens. Et comment est-ce que dans l'art, certains artistes se réapproprient en fait ce trope de façon à se revaloriser dans la société, on va dire. Et donc j'ai
travailler autour de vraiment de tout l'imaginaire de Banania, etc. Et puis ma directrice de mémoire de l'époque, Anna Seiderer, blanche, allemande, etc., me conseille le contact d'un artiste ami qu'elle connaît, qui s'appelle Jean-François Beauclé, qui est martiniquais. Et elle me dit, ça serait intéressant que tu le rencontres, que tu fasses un entretien, etc., avec lui. Donc moi, elle me donne son contact, je le contacte, et je me souviendrai toujours, la première chose qu'il me dit, Monsieur Démétrius, vraiment c'est un très bon point, vous êtes à l'heure. Et à partir de là, en fait, l'entretien s'est très bien passé, il a été très heureux, etc. Il y a une sorte d'amitié qui a commencé à se faire, et je pense que c'est mon premier vrai rapport professionnel, on va dire, avec un artiste, dans le cadre en tant que commissaire, en tant que critique d'art. Et alors que je n'étais encore qu'étudiant en master, donc un master d'histoire de l'art classique, même s'il faut préciser, je dis classique dans le sens où c'est des études tout à fait normales d'histoire de l'art, mais j'étais à Paris 8, donc j'ai pas du tout voulu faire mes études universitaires à Paris intramuros, pour la simple et bonne raison que je voulais toujours rester dans ce côté un peu transgressif, à côté de ce que dans les cadres dans lesquels on peut m'attendre, ou dans lesquels on peut attendre une recherche en histoire de l'art. Et puis ça correspond tout simplement un peu à mon tempérament, à ma manière d'être, de tout simplement être à la marge, non pas être dans la confrontation, mais de proposer d'autres manières de faire que celles que on semble nous dire de façon première. Donc le cadre bien normé, etc., etc. Moi, j'essaie toujours de déconstruire, d'arrondir les angles ou même de sortir du cadre. Et donc Paris 8 permettait cela, ou permet cela. Du moins à l'époque, en tout cas quand j'étais étudiant, et donc au fil du temps, donc avec Jean-François Beauclé, cette amitié a grandi, etc. Mais ça s'est passé peut-être en 3-6 mois, quelque chose, c'était très rapide. Donc j'étais encore en master 1, et lui devait partir en résidence à Mayotte, et il faisait partie d'un groupe de recherche. Il y a un espace à Paris que Kader Attia avait ouvert pas très loin de Gare du Nord, qui s'appelait la Colonie de Harré. Et pour des raisons un peu politiques, l'État a décidé de fermer cet espace, trop décolonial, trop politique, trop ceci, trop cela. Et donc il n'y avait plus du tout d'espace qui permettait de faire rencontrer les scènes noires, mais vraiment du monde entier. Déjà la scène parisienne entre elles, et la scène française, et puis la scène avec l'Angleterre, les Pays-Bas, les États-Unis, etc. Donc c'était vraiment un hub de recherche militante hyper important dans l'art contemporain, et même socialement. Et donc il y a un groupe de recherche un peu nomade qui s'est créé à partir de là, à partir de cette fermeture de la colonie Barré, qui s'appelle la colonie nomade, et qui était portée par Françoise Vergès. Et donc il me dit voilà, moi je suis dans ce groupe-là, mais malheureusement je vais devoir partir, et je vais devoir m'absenter jusqu'à la fin de ce cursus de la colonie nomade. Est-ce que ça te dit d'en faire partie? Moi, vraiment, j'avais, je sais pas, une petite vingtaine, donc je lui dis, ouais, enfin, je connais pas trop l'art contemporain, je sais pas trop, mais bien sûr, enfin, moi, j'ai toujours, dès qu'une porte s'entrouvre, je l'ouvre clairement, et je dis oui, sans dire non exactement, je teste, et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et puis de toute façon, il fallait que je passe un entretien avec Françoise Vergès, mais vraiment, quand je te dis un entretien, c'était un mail. Elle me dit pour quelle raison ça serait intéressant que je fasse partie de ce groupe. Je lui dis vraiment sorti des choses très très sincères, et elle m'a dit ok. Tu viens samedi prochain, et voilà. Et donc c'est dans ce groupe-là que donc c'était des réunions, peut-être je sais plus si c'était une fois par mois ou alors une fois toutes les 2 semaines, ou peut-être tous les samedis de chaque semaine. Et c'est dans ce groupe que j'ai rencontré les Pascal Obolo, que j'ai rencontré Olivier Marbeuf, que j'ai rencontré tout un tas de personnes, que ça soit des théoriciens, des théoriciennes, des curatrices, des critiques d'art. Il y a aussi, c'est là aussi où j'ai rencontré Chris Cyril. On s'est peut-être vu 1 ou 2 fois, on s'est croisés, mais au moins on se repérait. En tout cas, on savait qui était qui et qui faisait quoi. Et donc voilà, c'est une première grosse approche d'un milieu un peu professionnel, et c'est vraiment ma première. Enfin, c'est par les études que je me suis professionnalisé, mais pas dans l'école, donc dans l'université, donc dans l'académique, mais c'est vraiment en dehors. Et donc à partir de là, on devait faire un tour de table, on devait se présenter, et à cette époque,
bah, j'expliquais aussi mon rapport au carnaval, comme familialement, etc., et que c'était toujours quelque chose qui était un peu en latence dans mes réflexions. Et Pascal Obolo, qui est réalisatrice, curatrice, critique d'art, et tient la revue Décolonial Africada, donc une revue qui s'intéresse vraiment à l'art contemporain africain et diasporique. Elle me dit, bon bah voilà, j'ai Africada, ton profil me plaît. On est en train de travailler sur un comment on appelle ça, sur le prochain numéro qui porte sur les discriminations en école d'art. Est-ce que ça t'intéresse d'y faire part? Donc c'est comme ça que j'ai commencé à discuter avec Pascal Obolo et que je suis très rapidement rentré dans Africada. Donc c'est là aussi ma première école de formation, on va dire curatoriale, autre que Paris 8. Et donc ma première, on va dire, mentor en curation, c'était Pascal Obolo. Et après, au fur et à mesure, c'est vraiment que des femmes. Donc c'est vraiment que des femmes qui m'ont formé jusqu'à là dernièrement Claire Tancon, avec qui voilà, je lui dois beaucoup dans ma carrière, parce que le plus gros projet que j'ai pu faire au début de ma carrière, c'est grâce à elle, qui était Nuit Blanche 2024. Mais je pourrais rentrer également dans d'autres exemples avec Africada où au final le texte que je proposais ne correspondait pas totalement à celui pour lequel Pascal Obolo me fléchait, et donc j'ai été embarqué dans le numéro qui était juste avant, qui était sur les créations d'outre-mer. Je sais plus exactement quel était le titre, et donc c'est là où j'ai pu rencontrer tout un tas d'artistes venant des scènes polynésiennes, kanak, guadeloupéennes, martiniquaises, donc toutes les personnes que je n'avais pas encore identifiées. Et vu que je faisais partie de l'équipe de relecture, donc vraiment j'étais en relation constante avec toute cette scène. Donc c'était aussi un moyen pour moi d'être visible en quelque sorte, et d'être en interaction, et de pouvoir mettre en place des skills en curation, en critique. Donc rien que le rapport en fait que tu peux développer avec les artistes. Et donc pour le numéro auquel elle me sollicitait initialement, qui était celui sur les discriminations d'école d'art, et ben au final, elle m'a proposé d'être très rapidement, je crois que ça faisait peut-être 6 mois, 1 an que j'étais dans Africada, d'être le rédacteur en chef de ce numéro. Et donc c'est là où en fait j'ai fait le tour des écoles d'art, et donc tout ce que je suis en train de dire, toutes les méthodologies que moi-même j'ai mis en place en école, je leur disais en fait aux étudiants, sortez des écoles, allez vous former en dehors de l'école, bien sûr, obtenez un diplôme. Mais la vraie formation, enfin le vrai non de votre travail, il va venir de l'extérieur. Donc voilà. Donc on voit que c'est à la fois une pratique commissariat, une pratique de critique, et donc voilà. Et puis jusqu'à le dernier projet avec Claire, qui était le dernier à Paris avant mon retour en Guadeloupe, qui était Nuit Blanche 2024. Donc voilà. Si je dois revenir sur ma relation avec Claire Tancon, alors je suis pas sûr de toujours dire Claire Tancon, donc au final je dirais Claire, hein, vu la proximité qu'on a. Mais en fait il faudrait que je revienne sur la genèse de notre relation, parce qu'en fait Nuit Blanche est une étape de notre relation, un projet parmi tant d'autres. C'est toujours Jean-François Bouclé au final. C'est un peu le déclencheur, c'est un peu une sorte de figure un peu tutélaire. Claire quittait Berlin, il me semble, il y a peut-être 2-3 ans de cela. Le temps passe très vite, donc ouais, 2-3 ans, je crois. Et elle revient à Paris avec un projet d'exposition qui est maintenant vent levé, vision souveraine des Amériques et de l'Amazonie marronne. Et donc, elle venait avec ce projet initialement. Qui n'était pas le projet tel quel comme je viens de le citer. Je crois que le titre était encore anti, quelque chose comme cela. Et donc elle cherchait quelqu'un pour l'assister, etc. en tant que curateur junior, ou en tout cas plutôt en tant qu'assistant en curation. Et Jean-François lui dit tiens, j'ai ce petit jeune là guadeloupéen qui est en études encore et qui est vraiment solide, donc vois-le. Et donc on s'est rencontrés dans son quartier qui est, je sais plus, sur la ligne 3, et on se rencontre, je crois, en fin d'après-midi, début de soirée, dans le petit café près de chez elle. Et donc elle me présente son projet. Moi-même je me présente, donc CV, etc. Enfin, elle avait lu, elle m'avait demandé de lui envoyer des textes critiques, ce genre de choses que j'avais fait, etc., des expériences même curatoriales et tout.
Et donc, ça a tellement bien matché. Elle m'a testé aussi sur mes références et elle a vu que je suivais, parce que Claire est vraiment quelqu'un, et c'est là où j'ai beaucoup appris sur la rigueur. Tester, voir si une personne tient la route ou pas, parce que beaucoup de personnes dans notre milieu ont de grandes ambitions, mais souvent la rigueur ne suit pas derrière. Et et je pense que pour réussir dans notre métier, il faut être hyper rigoureux, plus que d'avoir du tact avec les artistes ou avec ses collègues, avoir une veille accrue, etc. Non, il faut surtout avoir beaucoup de rigueur et comment dire, avoir les nerfs solides face à la pression. Voilà. Et donc, en gros, lors de cet entretien, très rapidement, on a commencé à bosser. Donc, elle m'a donné plusieurs missions et le soir même, en fait, je travaillais avec elle. Donc, un entretien qui est devenu finalement le point de départ d'une longue relation et d'une longue amitié professionnelle et amicale. Et donc voilà. Donc, la première grosse étape, c'était travailler sur ce gros projet d'exposition qui, en ce moment, est un peu en pause, mais je crois que voilà, il y aura un focus sur Claire et que vous en saurez un peu plus sur ce projet. Et donc, vu que ce projet vraiment perdurait, on avait beaucoup d'échanges avec beaucoup d'institutions. Donc, c'est aussi par Claire que j'ai appris comment est-ce qu'on appréhendait en tant que commissaire indépendant des institutions et que c'était assez simple. Entre guillemets, je dis simple parce que il faut avoir bien sûr un carnet d'adresses solide. Donc dès que tu as un carnet d'adresses, tu peux aller assez facilement vers les gens. Après maintenant, il faut savoir gérer, il faut savoir aussi que le nom suive. Et donc Claire aussi. Et c'est très rapidement, je me suis rendu compte, ok, je bosse avec Claire Tancon quand même, qui a derrière elle tout un tas de biennales, qui a eu des projets incroyables à la Turban Hall de la Tate Modern, tout ça. Donc je me dis, ok, moi qui aspire à en tant que Guadeloupéen et qui a toujours dit, j'ai envie de montrer que c'est possible d'être, voilà, provenant de cette petite île de la Caraïbe, qui est un peu inconnue même au sein de contextes caribéens, un peu internationaux, mais de montrer qu'on peut être reconnu à l'international. Moi, c'est ce qui me plaisait. Non pas en plus pour une lumière personnelle, parce que je fais ce métier non pas pour la reconnaissance ni l'argent, parce que sinon je pense que j'aurais fait vraiment autre chose comme métier, mais c'est vraiment qu'on avance collectivement et je fais ce travail-là pour vous les artistes à premier abord, plus que pour moi. Et donc voilà, on a enchaîné les discussions avec les institutions, ça prenait beaucoup de temps. Et il fallait qu'on développe une économie, parce que tout ce travail-là, jusqu'ici, c'était du bénévolat. Donc il fallait quand même qu'on survive, etc. Et Claire, c'est ce que j'ai tout de suite apprécié, c'est qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes principes. Et elle me dit, je vois que tu trimes, je vois que tu bosses sans rechigner, je vois que je te fais travailler sans que tu demandes de l'argent, etc., parce que tu vois clairement l'importance de ce projet, même si tu sais que enfin voilà, on a toujours eu une facilité à parler d'argent, etc. Et que la première opportunité qu'elle aurait de me payer, elle me rémunérait. Donc là, c'est important aussi la relation professionnelle qu'on a ensemble, et même de façon générale, dans ce milieu, c'est le rapport à l'argent. Malheureusement, dans ce milieu, bon là je m'égare, mais c'est important parce que la relation que j'ai avec Claire m'a permis d'analyser très facilement tout ce domaine, et tout ce milieu qui est le milieu de l'art contemporain, où si on arrive à brasser autant d'argent, c'est parce qu'il y a énormément de corps qui travaillent, qui sont dans un état de précarité. Les artistes, mais aussi les commissaires d'exposition, les critiques d'art. L'un des métiers les plus ingrats que je trouve, enfin 2 métiers que je trouve hyper ingrats et qui sont très importants, c'est tout ce qui est la prod et les médiateuristes en institution. Et donc elle me dit, parce que voilà, on travaille, on s'acharne et tout, les institutions nous font tourner en bourrique, etc., mais il faut qu'on développe une économie. Et très rapidement, ce projet, il a été porté par cette fondation philanthropique américaine qui est la Ford Foundation, qui ont fait clairement confiance à Claire et au projet. Et donc on a obtenu une somme hyper importante, alors qu'on n'avait pas encore du tout d'accord avec une institution. Donc on avait un budget pour le projet, mais en même temps, ils nous ont proposé une enveloppe en plus pour qu'on fasse de la recherche, de la veille, qu'on fasse des voyages, etc. Donc on a été un peu dans le monde entier faire de la veille.
enfin des lieux particuliers. On n'a pas fait le tour du monde, mais on a fait des lieux spécifiques. Donc la Biennale de Venise, quand c'était le moment où le représentant du pavillon français était Julien Creuset, donc la Martinique. On a été aux Pays-Bas pour suivre le travail de Kelly Sinapamari, qui est guadeloupéenne, etc., et qui était représentée, enfin qui avait une exposition. Où est-ce que c'était aux Pays-Bas? Bon, je sais plus, mais en tout cas, elle avait une exposition aux Pays-Bas. Donc voilà, tout ça, c'est un peu le cadre dans lequel on était. Puis, à un moment, Claire est approchée par le défunt Jacques Martial, donc qui était adjoint à la maire en charge des Outre-mer. Et donc un poste qui venait tout juste de s'ouvrir, etc., etc. Et donc, il faisait pas mal de gestes en lien aux Outre-mer à Paris, mais il voulait poser un vrai geste, un fort geste lié aux Outre-mer dans Paris. Et il y a cette opportunité qui s'est présentée à nous tous, qui était Nuit Blanche. En vrai, s'il faut que je revienne aussi sur Nuit Blanche, de base, c'était pas pour Nuit Blanche, mais c'était un projet un peu lambda. Je sais plus dans quel contexte. On avait commencé à écrire un projet pour la mairie de Paris, d'une scène comme ça, qui allait de la Guadeloupe à la Kanaki, en passant par la Réunion, Mayotte, etc. Et puis, il y a un moment, Jacques il nous dit, OK, là, je crois que je peux plus suivre. Le projet, il est trop important, il dépasse mes compétences, mais je pense que je peux vous mettre en relation avec les personnes qui vont vous correspondre et qui vont correspondre au projet. Et donc, c'était les équipes en lien à Nuit Blanche. Donc, il y a une délégation à l'intérieur de la mairie qui s'appelle Mission Nuit Blanche, qui dépend de l'adjoint à la maire en charge de la culture. Et donc, on a commencé à enchaîner les rendez-vous. Donc, Claire, surtout, a enchaîné les rendez-vous. Je dis « on » aussi, c'est une dimension que j'ai oublié de préciser, c'est que la formation, parce que j'ai été formé et Claire avait toujours cette volonté de me former, c'est qu'elle me faisait elle m'emmenait quasiment dans tous les réunions. Donc j'allais dans les bureaux du président, puis du directeur du Centre Pompidou. J'étais dans tous les mails de, je sais pas, elle a discuté avec le directeur à l'ancienne du Paris Art Museum à Miami, etc. Donc, j'ai été formé aussi comment est-ce qu'on approche, comment est-ce qu'on parle avec toutes ces personnes. Et puis, les gens aussi m'identifiaient. Donc, à chaque fois qu'on voyait Claire, on savait qu'il y avait un David quelque part, un David Demetrius. Et puis, Claire, ce qui est beau, c'est que elle n'invisibilise jamais les personnes avec qui elle travaille. Et donc, il y avait toujours David dedans, David dans sa bouche. Donc, avant même qu'on me voie, bah voilà, j'étais un peu comme ça, ce qui pouvait, moi, de nature un peu timide, un peu dans mon coin, ce qui est assez paradoxal quand on fait ce métier, mais voilà, où j'étais un peu, OK, où est-ce que je me place, etc., etc., et est-ce que je suis légitime aussi, parce qu'on parle beaucoup de légitimité, mais quand tu commences une carrière, bah voilà, il y a ce qui se pose, est-ce que tu es légitime à aller aussi loin, etc., etc. Bon, bref. Et donc c'est là où ont commencé les discussions avec la mairie de Paris, et c'est là où s'est mis en place petit à petit ce projet de Nuit Blanche. Et ben une fois que la machine Nuit Blanche s'est lancée, l'objectif de Nuit Blanche, en tout cas de cette Nuit Blanche là qui était autour des Outre-mer, parce que ça tombait aussi dans cette saison liée aux Outre-mer, parce qu'il y a en France la culture fonctionne beaucoup par saison, en fait, en lien avec une région particulière du monde, etc. Et donc cette fois-ci, c'était le focus initialement Caraïbes, mais qui s'est ouvert à l'outre-mer. Et donc le but de ce projet, c'était vraiment de montrer qu'il y a à la fois une création qui se tient et qui veut dire quelque chose, qui a sa place dans le monde de l'art contemporain et surtout dans le marché de l'art dans nos territoires. Donc vraiment allant du Pacifique à l'Atlantique, en passant par l'océan Indien et même les pays du Nord et du Sud. Ce qu'on oublie, Saint-Pierre-et-Miquelon, etc., etc. Et puis les terres australes, enfin les terres antarctiques, etc., etc. Et en même temps, tout en ne zappant pas toute la création diasporique. Et donc au sein de ce projet, c'était vraiment de montrer pléthore. Donc ça en est devenu quasiment une mini biennale. Donc vraiment le format qu'affectionne beaucoup Claire. Et que je commençais à ses côtés à énormément affectionner également. Et donc en gros, il y a des choses, des petites lacunes que j'ai remarquées qui actuellement me portent énormément depuis qu'en plus je suis rentré en Guadeloupe. C'est les disparités qui peuvent exister entre les gens qui réussissent, enfin les artistes plutôt, qui sont sur les territoires et qui veulent
réussir à partir du territoire, et ceux qui malheureusement ont dû se délocaliser et être dans des conditions et produire dans des conditions diasporiques, que ça soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Et puis il y a celles qui se sont formées dans des conditions diasporiques, donc qui ont dû partir, quitter leur territoire. De toute façon, on sait très bien quand on vient de nos territoires qu'on est obligé de partir pour se former. Et même si c'est du proche, même si on va en Martinique pour aller à l'école d'art, mais on est obligé de sortir de notre île en tant que Guadeloupéen, Guadeloupéenne. Et puis ouais, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que dans ce même projet, on avait à la fois des artistes qui venaient des territoires et des artistes qui venaient de la diaspora. Et on a vu qu'il y avait des disparités qui se faisaient. Il y avait des tensions qui se créaient. On sait très bien que dans nos territoires, il y a déjà des tensions sur la scène. Comme on peut remarquer, la scène américaine, il y a des tensions. La scène française, il y a des tensions. Mais là, dans un plus petit territoire, c'est encore plus marquant, flagrant, parce que je vois très bien que des artistes, enfin la scène ne discute pas entre elles. Ok, peut-être que on a 2 artistes par-ci, par-là qui vont se réunir de temps en temps et tout, parce qu'ils ont à peu près le même parcours, parce qu'ils se sont rencontrés à plusieurs expositions internationales, etc. Mais en soi, tout le monde est seul en fait. En tout cas, dans la scène guadeloupéenne, tout le monde est seul, et j'ai l'impression que c'est la même chose en Martinique, voire même peut-être de façon beaucoup plus drastique, parce que il y a de plus grandes opportunités, même si on ose me dire que les opportunités sont plus importantes en Guadeloupe, mais je pense que il y a de plus grandes opportunités en Martinique. Et puis le cas de la Guyane est un autre cas particulier, par exemple. Donc voilà ce que Nuit Blanche m'a permis de voir. Mais voilà, ça en reste un excellent projet où j'ai pu dialoguer avec des artistes venant de Trinidad, Marlon Griffiths qui lui s'est intéressé à Mayotte et a fait tout un travail autour de l'eau parce que c'était le moment où vraiment le rapport à l'eau était compliqué. Bref, voilà, c'était juste un beau projet autour des créations de l'outre-mer entre guillemets, parce qu'on a même aussi critiqué ce sigle qu'est l'outre-mer, on va dire. Les artistes qui viennent de nos territoires, mais pas que la Caraïbe, parce que là le projet Nuit Blanche, vraiment ça touchait à la fois la Polynésie, la Kanaki, mais aussi Mayotte, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, bien sûr la Guyane. C'est que bien sûr qu'il y a une volonté identitaire, parce que nous sommes clairement invisibilisés sur la scène française, si on doit s'arrêter uniquement à ça. Et à l'international, on n'est pas considéré comme des artistes français. Si on regarde à chaque fois qu'un de nos artistes apparaît sur la scène internationale, c'est un tel est martiniquais, un tel est guadeloupéenne, un tel est guyanais. Donc ça questionne aussi. Donc je pense que les artistes sont conscients de cela, de cette dichotomie où d'un côté on est complètement invisibilisé sur une scène française, et de l'autre, internationalement, on est reconnu en tant que tel, sortant de tel ou tel territoire. Bien sûr qu'on parle français, bien sûr que dans un contexte caribéen, on est la Caraïbe française, donc un peu l'élite de la Caraïbe, etc., ou du moins la Caraïbe un peu à part. On sait pas trop qui on est. Est-ce qu'on est blanc? Est-ce qu'on n'est pas blanc? Est-ce qu'on est caribéen? Est-ce qu'on n'est pas caribéen, caribéenne, etc. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le projet politique de la France de créer en fait cette rupture entre nous et les autres. Quand je dis les autres, c'est vraiment le reste de la Caraïbe. Et ce qui est assez paradoxal, parce que beaucoup d'artistes ou de professionnels de l'art qui sont guadeloupéens, guadeloupéennes, en tout cas là où moi je me situe, sont aussi autre chose, ou viennent ou ont un rapport avec le reste de la Caraïbe. Moi je connais par exemple d'autres artistes qui sont à la fois guadeloupéens et dominicains, guadeloupéens et saint-lucien, guadeloupéens et jamaïcaines par exemple, ce genre de choses. Et donc les artistes de nos territoires ont énormément de choses à dire, mais de leur point de vue, de là où est-ce qu'ils s'ancrent. Et on ressent en fait, celles et ceux qui ont connu le déplacement, on va le ressentir dans leur travail. Celles et ceux qui ont eu une fracture familiale, émotionnelle, qui sont passés par la maladie, on va le ressentir. Donc là, ça, j'englobe ça dans le côté un peu identitaire et personnel. Il y a aussi celles qui vont questionner toutes les problématiques liées au territoire. Donc des problématiques d'eau, des problématiques d'érosion, des problématiques liées au chlordécone, des problématiques liées aux coupures d'eau, etc., qu'on peut connaître à rallonge dans nos territoires. Donc là, il y en a qui vont avoir plutôt un rapport un peu socio-historique, qui vont questionner ce rapport-là. Et puis, tu as celles qui vont
partir de tout un imaginaire un peu exotisant qu'on peut avoir sur nous et vont s'en approprier pour en faire quelque chose de très mainstream, de très vendable. Mais je peux aucunement leur en vouloir, et c'est pas du tout une critique que je dis, mais qui ont compris comment est-ce que fonctionnait le marché de l'art et vont un peu, non pas idéaliser, mais rendre ça fashion. Et donc il y a toute une scène, et c'est une scène qui est critiquée par ceux qui restent sur le territoire. Ouais, bon, ça c'est les artistes qui vont habiter à Blain et c'est pour ça qu'ils réussissent, c'est pour ça qu'ils sont invités par telle ou telle marque, etc., etc. Donc ça crée des fractures aussi là où est-ce qu'on se situe, mais en même temps on peut pas invisibiliser là où est-ce qu'elles se situent parce que c'est leur réalité. Et après tout, comment leur en vouloir de ne pas vouloir rentrer en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, quand on sait déjà d'avance qu'on va être peu accepté, déjà d'une par la société. Enfin, on va te reprocher, ouais, tu viens manger le terrain, etc., etc. Mais en même temps, quand tu reviens pas, oui, t'es là en train de nous snober. Ou alors, on va te reprocher juste d'être là pour les vacances, donc de récupérer des choses, puis après de les réutiliser dans ton travail et de les rebalancer dans le milieu de l'art. Donc, ce que je voulais dire par ce dernier exemple, c'est que, et je vais revenir sur les tensions parce que c'est important vraiment d'insister sur les tensions qui existent sur notre scène, c'est que là, l'histoire a fait que nos territoires ont survécu dans la souffrance, continuent à vivre dans la souffrance, et en fait, ça a créé tellement de dureté en nous. Et on le ressent aussi dans les pratiques plastiques. Je trouve que des fois, il y a des tracés qui sont très durs, des sujets aussi qu'on exprime qui sont très durs. On a beaucoup de choses à dire. Enfin, les artistes ont beaucoup de choses à dire parce qu'ils en ont plein, dans leur non, dans leur gut, que au final, on se fait beaucoup plus de mal entre nous. C'est-à-dire que des choses qui peuvent paraître très banales. Là, je vais revenir juste sur Nuit Blanche, mais se voir reprocher, ah oui, pourquoi est-ce que moi j'ai ce lieu alors qu'un tel a ce lieu, mais lui il a réussi et il a déjà une carrière à Paris, alors que quand on est de l'extérieur, ton lieu comme le sien, il est quasi équivalent. C'est juste qu'en fait, quand on a l'habitude que de créer dans son territoire, on idéalise un peu Paris, on idéalise un peu l'Occident, et on se dit ah ouais, moi on m'a donné ce lieu parce qu'il est pourri à tous les coups. Alors que non. Donc je me suis un peu éloigné du sujet, mais tout ça pour dire que les sujets, le cœur des intérêts des artistes, il est vraiment pléthore, quoi. Pour la simple et bonne raison qu'il y a pléthore manière d'être guadeloupéen, il y a pléthore manière d'être polynésien, polynésienne, et c'est ce qui fait toute la beauté de nos territoires.